Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Tout le monde est libre d'aimer, qui vous est proposé par l'ADAPI Var Méditerranée et qui a pour sujet la vie amoureuse, affective, sexuelle des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes, de toutes les personnes qui peuvent être accompagnées dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux. Donc on peut parler de personnes vulnérables au sens large. Je vais me présenter, bien sûr, et puis on va rentrer dans le cœur du sujet, mais avant, je vous décris rapidement comment fonctionne ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ. Le déroulé de mon propos sur ce sujet dure une quarantaine de minutes, et puis ensuite, on prendra un temps pour que je puisse répondre à vos questions. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, de faire des remarques, de demander des précisions tout au long de ce webinaire. En fait, en passant votre souris soit en haut, soit en bas de votre écran, vous avez une petite bulle discussion. Voilà, vous ouvrez cette discussion et vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur le côté et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je vois que certains disent déjà bonjour. Donc, c'est super. Vraiment, n'hésitez pas. L'objectif, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, j'essaierai soit de répondre au fur et à mesure si je peux dans le fil de mon propos, soit comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin de webinaire. Dernière petite précision, puisque vous vous êtes tous inscrits, nous avons vos adresses mail, donc nous vous enverrons à la fois le lien vers le replay et à la fois le support. Vous aurez ce diaporama, donc voilà, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, tout vous sera envoyé dans les prochains jours. Bien, je vous propose de commencer. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Coralie Robin, je suis conseillère qualité et projet à l'ADAPI, Var Méditerranée, depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis de formation initiale psychologue clinicienne et puis j'ai exercé en foyer d'accueil médicalisé, en maison d'accueil spécialisée et puis beaucoup en EHPAD également, donc en gérontologie. J'ai suivi une formation pour être référente en santé sexuelle, donc c'est la raison pour laquelle c'est moi qui vous parle aujourd'hui dans ce webinaire. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le cœur du sujet et puis allons-y. De quoi va-t-on parler dans ce webinaire? Plus précisément, on va essayer de répondre ensemble à toutes les questions que peut-être soit vous vous posez, soit vous entendez poser autour de vous dans les établissements. Est-ce que le handicap est un frein à la vie amoureuse? Est-ce que nous avons tous les mêmes besoins ou est-ce qu'il y a des spécificités? Quelles sont les obligations des établissements sur ce sujet-là? Est-ce qu'on doit parler ou pas de ce sujet? De la sexualité, de la vie amoureuse, et puis les personnes qui ont un handicap ont-elles le droit d'avoir une vie amoureuse? Je pense que je ne gâche pas le suspense de ce webinaire en vous disant que la réponse est plutôt oui, mais on va développer ça ensemble. Je vous propose le sommaire suivant. Dans une première partie, finalement, de quoi on parle? Est-ce qu'on a des définitions de tous ces concepts-là, de la vie intime, sexuelle, affective? À quel cadre réglementaire on se rattache? Qu'est-ce qui nous régit? Quelles sont nos obligations? Et à quoi nous incitent les politiques publiques? Vous avez sans doute entendu que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Ensuite, on fera un focus sur les particularités qui sont potentiellement liées soit au handicap, soit au vieillissement. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir? Enfin, comment ça se passe en institution? Comment on aborde le sujet? Quels sont les outils à notre disposition? Et puis ensuite, comme je vous le disais, un temps de questions et réponses. Alors, tout d'abord, je vous le disais, la vie intime, affective, sexuelle, qu'est-ce que c'est? Très souvent, quand on parle comme ça de sexualité, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou autre, on a tendance un petit peu à restreindre notre propos et à se dire qu'on considère uniquement l'acte sexuel. Et en réalité, c'est bien plus que ça. Et ça recouvre ce concept beaucoup de dimensions, que ce soit bien sûr l'acte sexuel, le comportement sexuel, mais aussi toute la partie émotion, sentiment, affect. Et puis, tout est très lié, bien sûr, à nos croyances, à nos représentations, à nos valeurs, à l'éducation dans laquelle, dans laquelle on s'est construit, quelles sont nos représentations, notre culture. Donc voilà, c'est vraiment très important de garder ces concepts-là en tête et d'interroger, en fait, quand on parle de sexualité, d'interroger le désir, le plaisir, la sensorialité,
l'identité sexuelle, également l'intimité. Et c'est vraiment ce que je vous propose, c'est-à-dire que quand on parle de sexualité, la plupart du temps, on parle de vie affective, relationnelle, sexuelle, et souvent, vous entendrez quand les établissements mettent en place des projets ou abordent ce sujet, vous entendrez cela, on appelle ça VAS, vie affective et sexuelle, ou vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors, les premiers qui ont défini ce concept de santé sexuelle, c'est une appellation un petit peu curieuse que peut-être vous avez déjà entendue, mais on va l'entendre de plus en plus. C'est le terme de santé sexuelle. Et d'ailleurs, je vous ai dit, moi, que j'étais référente en santé sexuelle. Donc, pourquoi cette appellation-là? C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a évoqué le sujet et puis qui essaie de définir ce concept depuis les années 70 environ, et qui a évolué vers cette définition que vous voyez sous vos yeux. Les deux éléments importants de cette définition, et ce sur quoi l'OMS veut insister, c'est tout d'abord une approche positive de la sexualité. Donc, nous ne sommes pas simplement dans une absence de maladie, dans une absence de dysfonctionnement, mais on est vraiment, on prend les choses différemment, on est dans un bien-être, un épanouissement, donc une approche positive, et puis ensuite une approche intégrative. Toutes les dimensions sont citées, on parle de bien-être physique, mental et social. Donc, c'était assez nouveau, ce sujet-là. Et en parlant de santé sexuelle, vous avez peut-être vu que le gouvernement a une stratégie nationale de la santé sexuelle et développe tout un tas d'actions pour mettre en œuvre ce plan national. Peut-être la question que vous posez, en tout cas, nous, c'est une question qui nous revient souvent, c'est la sexualité est-elle un droit ? Alors, c'est un petit peu plus nuancé que ça. En réalité, la sexualité, c'est une liberté fondamentale. Et c'est cette liberté-là qui se décline en droit. Les principaux textes et les principaux articles sur lesquels se baser, c'est tout d'abord le droit à la vie privée, à l'intimité, au respect de la vie privée. Donc ça, c'est à la fois dans le Code civil et puis à la fois dans le Code de l'action sociale et des familles qui régit tous les établissements médico-sociaux. Donc on a ce premier focus-là sur la vie privée, l'intimité, et puis, on a un deuxième élément très, très important sur lequel s'appuyer, c'est le droit à disposer de son corps. Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable. C'est écrit comme ça dans la loi. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux concepts-là, le droit à la vie privée, à l'intimité, et puis le droit au respect de son corps. Et c'est ça qui vient fonder cette liberté fondamentale qui est l'accès à une sexualité. Pour les établissements en particulier, ces droits ont été affirmés dans la loi du 2 janvier 2002, puisque je vous le disais, c'est dans la loi pour tous, dans le Code civil, et puis ensuite dans la loi qui régit les établissements médico-sociaux. Et ces droits ont été réaffirmés par la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances pour les établissements médico-sociaux. Et ce concept-là est même écrit dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie que nous avons tous dans les établissements. Les personnes qui m'entourent doivent respecter ma vie amoureuse et mon corps. Donc, vous le voyez, ce n'est pas un concept nouveau finalement, on parle voilà, de 2002, de 2005. Donc, pourquoi aborder ce sujet-là aujourd'hui? Eh bien, parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans les établissements, on était un petit peu en retard sur ces sujets-là et que le concept de respect de la dignité, de l'intégrité était bien sûr bien pris en compte, mais que la vie amoureuse, affective et sexuelle avait été un petit peu reléguée au second plan, comme si c'était peut-être moins important. Et donc, en fait, les politiques publiques vraiment nous pousse à réaffirmer ce droit-là. Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée aux personnes handicapées, en a parlé. Je vous l'ai dit également, une stratégie nationale de santé sexuelle qui s'applique à tous, avec une feuille de route 2021-2024 qui nous donne vraiment les déclinaisons concrètes de ce sujet-là. Vous voyez, vous avez tous les liens à chaque fois, ce qui fait que quand vous aurez le diaporama, vous pourrez sans problème aller chercher dans les ressources, cliquer sur les liens. Et puis, les établissements ont reçu une circulaire qui est venue rappeler aux établissements que les droits sexuels et reproductifs des personnes accompagnées étaient très importants et qu'on devait aller plus loin sur ce sujet. Et j'attire votre attention sur les droits sexuels et reproductifs. Donc, c'est-à-dire que la question de la parentalité est aussi
un vrai sujet pour les établissements qui accueillent ou qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou des personnes vulnérables. Ce que je vous propose, peut-être pour avoir un peu votre avis sur ce sujet, voir un petit peu où vous en êtes, c'est un petit questionnaire sur le mariage des majeurs protégés. Donc, je lance tout de suite ce sondage. Vous pouvez cliquer sur la réponse. C'est entièrement anonyme, hein, bien sûr. Vous pouvez sans problème répondre. Et pour qu'on voit un petit peu, les majeurs protégés doivent-ils demander l'autorisation de leur tuteur pour se marier? Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez répondre. Ah, c'est serré. Alors, je vous partage les résultats. Les majeurs protégés doivent-ils demander l'autorisation de leur tuteur? Donc oui pour 38% et non pour 63%. Eh bien non. Depuis 2019, les majeurs protégés n'ont plus besoin de demander l'autorisation de leur tuteur pour se marier. C'était le cas avant, hein, vous avez raison, mais pas depuis 2019, dans une loi qui à la fois est venue réaffirmer ce droit-là et puis le droit de vote également. Les personnes n'ont plus à demander l'autorisation du tuteur pour voter. Les tutelles ne peuvent plus suspendre ce droit de vote. Donc, c'est un sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui est aussi un grand sujet de société. Il ne nous a pas échappé tous ces débats autour du mariage pour tous, de la procréation médicalement assistée pour toutes, le mouvement MeToo. Il y a eu également le Grenelle des violences faites aux femmes. Il y a beaucoup en ce moment d'échanges sur le genre, sur l'identité sexuelle. Les entreprises, par exemple, doivent depuis 2019 mettre en place des référents harcèlement sexuel. Et puis, on vient d'en parler, le mariage et la tutelle, le fait que les personnes majeures sous tutelle n'ont plus besoin de demander l'autorisation. Donc, c'est un vrai sujet de société actuellement qui est mis dans le débat public. Et on est vraiment au cœur de l'actualité, que ça concerne les établissements médico-sociaux ou la société en général en France. Alors, vous me direz finalement, quelles peuvent être les particularités liées au handicap, parce que est-ce que les personnes handicapées finalement auraient pas les mêmes besoins ou les personnes vulnérables au sens large? Alors, la première chose, c'est que la sexualité des personnes ne renvoie pas à une législation spécifique, hein, ça relève du droit commun, il n'y a pas une législation particulière pour le handicap et la sexualité. Et que finalement, on le pressent un petit peu, mais ce besoin d'amour, d'affection et d'avoir une sexualité nous concerne tous. Les personnes qui seraient même avec des handicaps très lourds ont également ce besoin d'amour, d'affection, de sexualité. Vous le voyez d'ailleurs avec, par exemple, dans les besoins fondamentaux de Virginia Anderson ou autres, c'est bien ce besoin d'affection, d'attachement, d'amour et de sexualité apparaît dans les besoins fondamentaux. Et si on prend par exemple la déficience mentale, eh bien, elle n'exclut absolument pas ni le sentiment amoureux, ni l'attirance, ni le plaisir, ni le désir. En revanche, bien entendu, il y a quelque chose qui change. Donc, l'expression de ce désir peut varier en fonction des capacités cognitives de la personne, en fonction des capacités relationnelles et de communication, en fonction de l'environnement également. L'expression de ce désir, de ce besoin peut varier. Et puis, le mode de satisfaction également du désir ou du besoin peut varier. Donc, on est vraiment dans un socle commun qui est le besoin pour tous, et puis ensuite l'expression différente, mais c'est le cas pour nous tous en fonction de notre éducation, de notre culture, de nos croyances, de notre religion, de notre expérience de vie également. Nous avons tous une façon d'exprimer différemment les choses. Et donc finalement, surtout si on parle de personnes qui sont en institution ou qui ont vécu en établissement, la construction de la vie affective et sexuelle peut être très différente parce que tout cela se construit par expérience, apprentissage, jeu avec les partenaires. Et en fait, en fonction
du collectif dans lequel on a grandi, vécu, des expériences qu'on a pu avoir, mais c'est le cas pour toutes les relations, que ce soit les relations amicales, amoureuses. Voilà, cette construction-là est différente. Et puis, bien sûr, l'éducation à la sexualité sera plus ou moins complexe en fonction des capacités cognitives, de l'environnement affectif et socio-culturel. On n'aura pas forcément la même éducation, donc les mots pour le dire, le vocabulaire, la façon d'évoquer ce sujet-là. Il y a également un point très important sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les mots utilisés en fait. Parce que on peut, quand on parle, on peut facilement faire des confusions ou des malentendus. Et par exemple, j'ai souvenir dans un groupe de parole d'un des résidents qui parlait de faire l'amour. Et en réalité, faire l'amour pour lui, c'était par exemple faire un câlin. C'était s'embrasser. Donc, c'est très important quand on parle de ce sujet-là avec les personnes qui auraient des difficultés cognitives de faire toujours préciser ce vocabulaire-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? De façon à pouvoir répondre et à ne pas être dans un malentendu sur le vocabulaire. Donc, on l'a vu, hein, les relations affectives et sexuelles peuvent s'exprimer de façon assez différentes. Et prenons l'exemple de l'autisme. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir rentrer dans toutes les spécificités, hein, mais par exemple, ce sujet-là, les personnes qui auraient un trouble du spectre autistique peuvent avoir des particularités sensorielles qui complexifient beaucoup leur vie affective et sexuelle. Notamment, peut-être le plus flagrant dans nos représentations, c'est soit une hypersensibilité tactile, qui fait que, par exemple, la personne ne supporterait pas le toucher, soit au contraire une hyposensibilité qui fait que la personne aurait besoin d'un toucher très appuyé, très dur, et qui donc peut entraîner des perturbations de la sexualité et puis des relations aux autres. Et c'est très important d'avoir ça en tête quand on observe certains comportements, parce que sinon, en fait, on est dans nos représentations et on peut très facilement trouver qu'un comportement ne correspond pas à la norme ou en tout cas serait source de difficultés, de troubles et serait potentiellement à corriger. En réalité, pour chaque personne, c'est différent et il faut tenir compte à la fois de son environnement, à la fois de sa construction. Et puis, s'il y a une pathologie ou s'il y a un handicap, c'est très, très important d'avoir tout ça en tête et de faire très attention à nos représentations. Voilà. Faire l'amour pour vous, pour moi, pour une personne, ce n'est pas forcément la même chose. Et donc, c'est important de le garder à l'esprit. Si on parle du vieillissement, parce que c'est une question qui peut également revenir assez souvent, eh bien, l'amour et la sexualité sont présents tout au long de la vie. On n'a pas un âge auquel on arrête d'être sexuellement actif. En revanche, ce qui change, eh bien, c'est le corps, bien sûr. Et puis, c'est les sens. Et on sait que la sensorialité est très, très importante. Et donc, cette diminution des sens est associée au corps qui change. Ce qui est très, très important, c'est de faire attention à l'estime de soi. L'estime de soi qui, elle, peut être liée à des difficultés relationnelles. Donc, on est plutôt sur ce champ-là psycho-affectif que sur le champ d'un désir sexuel qui diminuerait ou d'un désir relationnel qui diminuerait. Et vous avez même les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, hein, qui sont centrées sur la qualité de vie en EHPAD, qui vraiment appellent à reconnaître la vie affective et intime des résidents parce qu'on pourrait avoir tendance à penser collectivement qu'une fois entré en institution, en EHPAD, ou que passé un certain âge, ce sujet-là ne se pose pas. Or, il se pose et les personnes qui travaillent en EHPAD le savent sans doute. Donc, le désir n'a pas d'âge et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis sûre que vous aussi. Alors, on a parlé un petit peu des établissements. Qu'est-ce qui se passe dans les institutions? Qu'est-ce qu'on fait avec ce sujet-là finalement? J'ai à nouveau une petite question à vous poser. Quelles sont d'après vous les obligations? Alors, les ESMS, c'est-à-dire les établissements sociaux et médico-sociaux. Hein, je suis désolée pour l'acronyme. Je lance ce sondage tout de suite. Hop. Voilà. Quelles sont les obligations des établissements concernant la sexualité des personnes accueillies? Est-ce que les établissements doivent informer les tuteurs en cas de relations amoureuses entre les personnes et leurs protégés? Est-ce que les établissements doivent donner une information et une éducation à la sexualité?
Est-ce qu'ils doivent imposer une contraception pour éviter les risques de grossesse ou est-ce que les établissements n'ont absolument aucune obligation puisque ça relève de la vie privée? Je vous laisse quelques secondes pour répondre aux questions et puis on voit ça ensuite. Alors, je vois que vous avez quasiment terminé. Je vais mettre fin au sondage. Alors, c'est assez partagé finalement entre 2 réponses seulement. Ah non, entre 3 réponses maintenant. Alors, une partie de vous pense donner une information et une éducation à la sexualité. Une autre partie, aucune obligation puisque ça relève de la vie privée, c'est une possibilité. Ou informer les tuteurs en cas de relation amoureuse. Alors, la réponse à cette question, c'est qu'en fait, l'obligation des établissements, c'est de donner une éducation et une information à la sexualité dans les établissements. Sur la question d'informer les tuteurs, les établissements ne doivent pas informer les tuteurs des relations entre les personnes, ils n'ont pas du tout cette obligation-là. Je parle bien sûr de majeurs. Le seul cas où les établissements doivent informer les tuteurs ou parents, c'est dans le cas, par exemple, des IME et quand on a des mineurs de moins de 18 ans pour que les personnes ayant l'autorité parentale, les parents puissent prendre leur disposition, bien entendu, et accompagner vers une contraception, etc. Mais sinon, quand on parle bien sûr de majeurs protégés, les établissements n'ont pas à informer les tuteurs, n'ont pas non plus à bien sûr imposer une contraception. J'ai vu que personne ne l'avait sélectionné. Mais en tout cas, là, on parle bien de tous les établissements. Ils sont obligés de dispenser une information et une éducation à la vie affective et sexuelle. Voilà. Alors, on pourrait se demander, en tout cas, c'est une question qui nous revient souvent, que je trouve légitime, est-ce que parler de sexualité, c'est risqué finalement? Est-ce que ça ferait naître des pulsions, des envies? Est-ce que ça pourrait donner des idées à des personnes qui n'auraient pas finalement ce sujet-là? Donc on se dit, est-ce que c'est pas plus risqué de venir rajouter ce sujet-là qui n'apparaissait pas spontanément? Alors non, au contraire. C'est plutôt soit ne pas en parler, soit interdire qui est risqué. Si vous interdisez ce sujet-là, si vous interdisez les relations, alors d'une part, vous n'avez pas le droit, c'est la première chose, et puis ensuite, ça vient bien sûr amener une frustration, une insatisfaction, ça peut faire naître un sentiment de honte, ça peut faire émerger des troubles du comportement également potentiellement. Et puis, ne pas aborder le sujet, eh bien, c'est ne pas donner d'informations et on va voir ensuite tout le bénéfice à informer sur ce sujet-là. Informer, ça va nous permettre d'informer les personnes sur leurs droits et sur leurs libertés, vraiment au sens large. Ça va leur permettre également de s'informer sur leur corps, sur la connaissance de leur corps. Donc là, on parle bien sûr de la relation, de la sexualité, mais vraiment ensuite, on peut ouvrir sur tous ces champs-là et développer la capacité à dire non. On va parler du consentement, bien entendu, qui est souvent une question qui revient dans les établissements, qui peut être sensible. Donc, informer les personnes, c'est aussi développer leur capacité à dire non. C'est également sensibiliser et guider des professionnels, ce qui va leur permettre de mieux repérer les signes, de mieux accompagner, de mieux avoir les outils et le vocabulaire nécessaires pour accompagner des personnes qui vivent ces expériences-là. Et ça va permettre d'aborder les questions éthiques. Parce qu'il faut bien avoir en tête que quand bien même, en fait, les besoins sont là, les désirs sont là, les comportements sont là, et ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'ils ne sont pas là. Donc, c'est important vraiment d'accompagner ce sujet-là. Il est universel, il nous concerne tous. Seulement, les établissements sont souvent embêtés, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette double contrainte, je veux préserver les droits et libertés de la personne et en même temps, il faut protéger les plus vulnérables. La sexualité, c'est de l'ordre de l'intime, comment on en parle, jusqu'où on doit aller. Et puis, on parle du consentement, mais si on évoque des personnes en institution, voilà, qu'est-ce qu'il en est d'un consentement libre et éclairé? Si les personnes sont en établissement, c'est que peut-être ça leur est difficile de donner ce consentement-là. Donc, voilà, les établissements, c'est un sujet qui est également difficile à aborder. Si on parle du consentement, c'est vraiment l'acquiescement et l'approbation d'une personne à accepter quelque chose.
Et au niveau de la loi, par exemple, vous n'avez pas de distinction sur le handicap. Quand on parle de ce qui est autorisé ou de ce qui est refusé, il n'y a pas de distinction du handicap, mais en revanche, ou du vieillissement. Mais en revanche, la loi pénalise bien sûr plus et introduit la notion de personne vulnérable si on évoque par exemple les agressions sexuelles. Le risque pénal encouru quand on est sur des personnes vulnérables est beaucoup plus important. Donc c'est comme ça que la loi le traite. Et puis pour l'établissement, ce qui est important, c'est d'avoir en tête que le consentement est peut-être difficile à caractériser, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Et vous le savez, même si on n'arrive pas à dire avec des mots, ou même si les personnes ne peuvent pas, par exemple, monter sur un pictogramme, notre corps parle, nos expressions parlent, notre tension corporelle parle. Et donc, l'idée aussi d'informer, de guider les professionnels, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'ils puissent faciliter la communication avec les personnes et être en alerte et savoir décoder les signaux pour repérer le consentement. Et finalement, c'est le discernement qui prime. Et je vous rappelle que ce qui touche au corps de la personne est un droit vraiment strictement personnel. Et ça m'amène, ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, hein, parce que le sujet est très vaste, mais ça nous amène à la question de la contraception également. Est-ce qu'on peut imposer des contraceptions? Comment on fait? La contraception, tout comme l'adhésion aux soins, c'est une liberté de la personne, c'est entre la personne et son médecin traitant. Donc, j'aime beaucoup cette phrase du CREDAVIS, qui est le centre de recherche et d'études qui concerne le droit à la vie amoureuse et sexuelle dans notre secteur. La sexualité, nul ne peut l'empêcher, nul n'a le droit de l'exiger. Je trouve cette phrase assez formidable, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a parlé du consentement, mais il y a aussi une question sur les violences sexuelles. Donc, informer, c'est aussi prévenir les violences sexuelles. Je pense que c'est vraiment le message que je souhaite vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'au plus on informe, au plus on prévient les situations potentiellement difficiles parce qu'on donne aux personnes toutes les ressources pour pouvoir mieux être en relation et mieux connaître leur environnement. Donc, les personnes en handicap, malheureusement, on le sait, sont davantage victimes de violences, et particulièrement les femmes. Et donc, les établissements sont vraiment encouragés à sensibiliser les professionnels et sont bien entendu dans une obligation de signalement. Et je voulais simplement vous mettre le lien vers ce module de formation qui est gratuit, qui est mis en ligne et qui est bien sûr agréé par le gouvernement, qui dure 25 minutes à peu près. Et il y a de nombreuses ressources et puis il est plutôt bien fait sur prévenir les violences sexuelles dans le champ du handicap ou des personnes vulnérables. Alors, jusqu'où doit aller l'institution, c'est toujours compliqué, hein, même une fois qu'on a dit tout ça. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les établissements souvent demandent des repères pour encadrer les pratiques, c'est-à-dire souvent sont face à une situation qui peut être difficile et se disent voilà, quels sont les repères sur ce sujet, et puis ont affaire à toutes les représentations, les usagers, les familles, les professionnels. Donc, on sont un petit peu embêtés. Donc, comment faire? Eh bien, la prévention, l'information, on en a parlé. Et puis, il y a peut-être aussi un enjeu sur notre regard. C'est-à-dire que c'est ce que nous disait la définition de l'OMS tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que plutôt que d'aborder la sexualité comme quelles sont les difficultés que ça peut nous poser, on peut aussi l'aborder à qu'est-ce qui est positif dans tout ça, qu'est-ce que ça amène comme épanouissement et comment on peut aborder la sexualité positivement. Et le CREDAVIS, dont je viens de vous parler, a justement mis en ligne les 10 commandements de la sexualité d'une façon positive, sortir de tout jugement, regarder le côté positif, considérer la sexualité dans toutes ses dimensions. Alors, il y a 10 commandements, je vous laisserai les regarder, je ne les ai pas tous mis sur la slide, mais c'est important aussi peut-être qu'on change tous notre représentation pour le prendre de ce côté-là. Voilà, vous aurez le lien sur le diapo. Alors, en parler, ok, mais comment on fait, puisque c'est aussi ça le nœud du sujet. Alors, il y a bien sûr tout un travail éducatif et pédagogique qui est collectif, c'est-à-dire vraiment, je pense qu'on peut aller sur des groupes pour tout ce qui est prévention, information, sensibilisation. Il y a l'aspect groupe de parole également, où là, on va être plus dans les représentations, dans l'affect, dans la façon dont les personnes peuvent vivre sur ces sujets-là. Il peut y avoir bien entendu un travail éducatif et pédagogique individuel.
accompagnement des personnes, vraiment, je vous encourage chez les professionnels concernés, que ce soit les gynécologues, que ce soit des psychologues, que ce soit des sexologues, que ce soit le médecin traitant pour aborder ces questions-là. Et voilà, je vous ai mis une petite photo d'un groupe de parole qui a eu lieu dans un établissement de la DAPI et Lens-Solène. Et je vous garantis que les résidents étaient très intéressés pour aborder ces sujets-là. Donc, comment on s'approprie le sujet? On a la partie formation des professionnels, c'est une chose, mais il y a aussi le fait de pouvoir porter collectivement vraiment ce sujet. C'est-à-dire que l'établissement doit réfléchir à comment il met en œuvre la déclinaison des droits, doit l'inscrire dans ses documents, dans ses règlements de fonctionnement, dans ses projets d'établissement. Qu'est-ce que l'établissement met en œuvre? Est-ce que des chambres de couple sont possibles? Voilà, comment on va plus loin maintenant qu'on sait tous que quels sont les droits, comment on fait pour aller plus loin dans la mise en opération? Puis vous avez l'outil projet personnalisé des personnes, qui est un outil fort, et le fait d'inscrire ce sujet-là va permettre de l'aborder, de se forcer à l'aborder dans un premier temps avant que ça devienne finalement automatique. Alors bien sûr, on n'écrit pas tout dans un projet personnalisé, ce qui est de l'intime et de l'intime, mais en tout cas, le fait de traiter ce champ permet de l'avoir en tête et que ça rentre un petit peu plus dans notre culture. Puis bien sûr, associer les usagers, impliquer les familles, c'est un projet qui se porte tous et qui doit nous concerner tous. Alors, de quels outils vous disposez? Il y en a beaucoup. J'en ai mis quelques-uns sur la slide. Vous avez un guide qui a été rédigé par l'UNAPI, Liberté, Égalité, Intimité, qui est entièrement rédigé en facile à lire et à comprendre, donc pour les personnes et aussi pour que les professionnels puissent guider les personnes et les accompagner. Vous avez un guide Parlons Sexualité sur le site santé.gouv. Il y a le magazine J'existe et je veux, dont je vais vous parler tout à l'heure. Santé BD, qui est un site internet aussi formidable avec plein de supports en facile à lire et à comprendre pour tout ce qui est prévention, santé, et y compris le champ relationnel et de la sexualité. Vous avez un site internet aussi plutôt bien fait, vas-handicap.fr. Voilà, tout ça, vous aurez de toute façon les sources en fin de diapo. Mais ils mettent des outils pédagogiques, des mallettes, tout un tas de sujets qui peuvent vous aider. Si je fais un focus sur le magazine J'existe et je veux, dont je vous ai parlé, c'est un magazine d'information sur l'amour, sur la sexualité, sur les relations, mais aussi plus largement sur le corps, sur le bien-être, sur la santé. Et ce magazine est entièrement rédigé en facile à lire et à comprendre. Il est rédigé en fait au sein de la DAPI, il est mis en place par la DAPI Var-Méditerranée suite en réflexion d'un groupe de parole. En fait, il est né en 2014. Les personnes, les résidents disaient qu'ils étaient en demande de support. En fait, ils n'avaient pas de support pour évoquer ce sujet et ils voulaient un support qu'ils puissent avoir feuilleté seuls dans leur chambre. Donc, un support adapté, en facile à lire et à comprendre. Et nous avons également gardé le principe que ce magazine, il est conçu avec des personnes accompagnées, rédigé et relu avec les personnes accompagnées jusqu'à l'impression de ce magazine. Donc, vous voyez, vous avez une couverture de la sexualité à l'âge adulte. Et puis, il y a eu beaucoup de numéros, beaucoup de thèmes. C'est quoi aimer? Savoir dire non, se rencontrer, la contraception. Et tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont vraiment au cœur des pratiques. Je pense que tous les professionnels le vivent et ont ces questions-là. Et l'intérêt de ce magazine, c'est qu'à la fois les personnes peuvent le lire ou le regarder seules, et à la fois c'est un bon support pour les professionnels pour animer des séances d'information, pour animer des groupes. Vous pouvez retrouver tous les thèmes sur le site internet de la DAPI, et vous avez bien sûr la possibilité de commander les numéros en ligne, et puis je vous laisserai regarder tous les numéros qui sont parus et qui peuvent vous intéresser. Donc, quand on est un parent, quand on est un aidant, un accompagnant, comment on fait pour aborder ce sujet-là, ce qui est peut-être encore moins facile aussi qu'en tant que professionnel parce que pas la même distance. Donc, vous avez aussi des endroits où vous pouvez vous informer, le CODES 83, le planning familial aussi qui a mis un programme handicapé à l'heure et qui est donc à l'écoute et peut répondre à vos questions. Les centres ressources régionaux, vie intime, sexuelle, parentalité, sont en train de se mettre en place dans chaque région. Il n'y en a pas encore en région PACA, mais c'est vraiment à venir. Et dans ce centre, on pourra répondre à vos questions, que ce soit pour les personnes vulnérables, mais aussi pour les professionnels, pour les aidants, pour les parents. Vous avez aussi tous les professionnels de santé, les médecins traitants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Alors, j'attire votre attention sur ce clip vidéo Amour et différence qui a été mis en ligne par la Mutualité française Nouvelle-Aquitaine. Je vous encourage à vraiment le visionner quand vous avez un petit moment. C'est un clip qui a été effectué avec des résidents d'IME, de CESAD, de SAVS sur voilà, l'amour, la différence, le handicap sous forme de slam. C'est vraiment, je le trouve vraiment très, très bien fait. Et je pense aussi que ça peut être un moyen intéressant d'aborder ce sujet-là, de le montrer aux résidents ou de le montrer à vos proches, à vos enfants. On peut aussi laisser traîner des petits magazines, voilà, regarder comment les personnes se saisissent de ce sujet.